Bonjour à tous. Nous voilà ensemble de nouveau pour aborder la phase de la patine de ce petit blindé. Donc vous remarquez qu'il a pas mal évolué depuis notre dernière vidéo. C'est-à-dire que pour vous montrer la mise en couleur, enfin les principes de mise en couleur, je vais pas coller en fait la caisse et le haut de caisse sur la caisse parce que l'intérieur n'était pas peint. Et alors évidemment dans le sens dans le bon ordre plutôt de réalisation d'une maquette, on commence par peindre l'intérieur avant de clore l'engin et de passer à la peinture extérieure. Mais comme je n'avais pas eu le temps de peindre l'intérieur, donc j'ai peint l'extérieur, je crois que je l'avais dit dans une des vidéos, avant de fermer tout ça. Donc depuis 15 jours, j'ai peint l'intérieur, que j'ai pas mal shadé d'ailleurs. J'ai mis des décals sur le tableau de bord, tout ça, pour m'apercevoir, une fois refermé l'engin, qu'on ne voyait strictement rien, comme c'est souvent le cas. Donc on aperçoit un tout petit peu, je sais pas si ça se voit avec la caméra du smartphone, donc on voit la partie juste du début de caisse, quoi, où j'avais rajouté des détails, donc ça anime un peu le blindé. Mais bon, que ça soit la tourelle que j'ai posée également, qui n'était pas posée, que j'ai peinte, et avec tout le système d'armes qu'il y a dans la tourelle, ben, on voit plus du tout l'intérieur, quoi, à moins d'avoir un coup de fouine et pouvoir rentrer dedans. C'est vraiment, il faut se rapprocher énormément et on n'aperçoit que quelques petits éléments. Donc, autre élément, autre avancée que vous remarquez, c'est que j'ai peint le camo. Donc c'est le même principe au niveau peinture, dilution de peinture et surtout teinte de peinture. J'ai utilisé en fait deux teintes pour, pour appliquer ce camo. Donc c'est le Olive Grün allemand qui est une teinte qui est juste historiquement, si on peut dire, puisqu'elle a été réalisée à partir de vestiges de morceaux d'engins de l'époque. Mais pour respecter le rapport d'échelle, je l'ai éclairci avec une autre teinte qui est de l'intérieur green, intérieur yellow green US. Donc c'est une teinte nettement plus claire, hein, comme vous pouvez voir. L'avantage aussi, c'est qu'elle se rapproche un peu du jaune, ce qui fait une transition que j'ai trouvée harmonieuse. En tout cas, qui correspondait à moi ce que je voulais faire vis-à-vis de ce blindé. Je vous rappelle les règles d'application historique. Hein. C'était fait sur le terrain par des mécanos. C'était des pâtes qui étaient diluables à peu près avec tous les liquides. Et selon les conditions sur le front, hein, les ateliers du front, appliquer, là-bas comme je te pousse, ces camos. Il ne faut pas oublier à ce sujet que souvent la doc qu'on a, en tout cas qu'on a eu jusqu'à relativement récemment, la doc iconographique et en particulier cinématographique, enfin les films d'époque, hein, pour parler plus clairement, c'était des films et des photos de propagande. Donc évidemment, c'était des blindés qui avaient des engins ou du matériel qui collait avec le message que voulait faire passer la propagande nazie. Donc en réalité, on l'aperçoit maintenant qu'on a accès à des fonds iconographiques de soldats qui prenaient des photos sur le front, hein, eh ben, c'était beaucoup plus fait à l'arrache, hein, finalement, que ce que les documents antérieurs nous avaient présenté. Donc quand on fait un camo comme ça, on dilue bien sa peinture, on travaille à basse pression, et puis on essaye de respecter le rapport d'échelle dans l'idée de ne pas faire des traits trop importants, hein, puisque les mécanos travaillaient avec des pistolets à peinture. Donc voilà, j'ai essayé d'avoir des traits relativement fins. J'ai trouvé mon sujet parce que ça c'est aussi important quand on se lance dans la réalisation, la mise en couleur d'une maquette, surtout des blindés. Hein, pour les avions c'est un peu différent puisqu'on a une mise en scène qui est beaucoup plus simple la plupart du temps. Pour un blindé, il faut avoir un peu l'idée de la mise en scène qu'on va faire. Donc moi j'ai décidé, après avoir regardé pas mal de docs dans les 15 jours, les 15 derniers jours, que j'allais faire une petite vignette comme on aime à mon habitude, qui va se dérouler en Ukraine à la fin de l'hiver 44 en fait. Donc j'ai essayé de prendre des teintes qui colleront, qui contrasteront avec un fond, une base qui va être essentiellement boueuse avec peut-être un tout petit peu de neige. Voilà, donc des teintes plutôt jaunes, plutôt claires.
En parlant de clarté, un élément important, et vous allez vous en rendre compte à la fin de cette séance, il est important quand on fait des mises en couleur de blindés d'avoir des teintes claires, parce que la patine va considérablement assombrir en fait les teintes et le travail qu'on a fait. Si on part sur quelque chose de sombre, dès le début du travail, on va se retrouver avec quelque chose qui sera vraiment très sombre au bout. Donc ce qui explique aussi les éclaircies. Alors, je ne sais pas si c'est très perceptible, mais j'ai aussi avec de la peinture acrylique. Alors, que ça soit pour l'intérieur ou les détails, parce que vous voyez que j'ai fait aussi les lots de bord, j'utilise de la peinture acrylique hein, au fil des ans. Hein. J'ai récupéré pas mal de marques. Ça, c'est de la gamme Workshop. Ça, c'est aussi de la gamme Workshop Citadel, ancienne la mouture. Ça, c'est ah non, c'est des AK, celle-là. J'ai des Valero. Bref, ça s'applique au pinceau. Et donc voilà, donc, là on peut partir, en tout cas avec ce qui nous occupe pour cette séance, hein, c'est-à-dire les jus et les filtres, avec un véhicule qui a été, dont on a appliqué le camouflage, dont on a peint les détails, qu'on a passé au vernis brillant avant d'appliquer les décals. Alors le vernis brillant, pourquoi avant de passer les décals? Bon, vous l'avez peut-être et sûrement lu dans pas mal de revues ou sur des sites, c'est en fait ça permet une application des décals qui rend invisible le film sur lequel est posé le décal en fait. On n'a pas ce qui s'appelle le silvering. Pardon. Et donc on a une application beaucoup plus jolie. Alors pourquoi on n'a pas de silvering? Parce qu'en fait, le silvering, c'est l'air qui passe entre le film du décal et la base d'application. Et sur un support brillant, et ben cette couche d'air est beaucoup plus difficile à obtenir, enfin si je peux le dire. Voilà, donc c'est comme ça. Donc voilà. Donc du coup, une couche de vernis brillant, application des décals, une seconde couche de vernis brillant qui va sceller définitivement les décals sur l'engin, pour aussi faciliter l'application des décals et leur intégration, si on peut dire, dans la maquette. J'utilise du microsol. Hein. C'est ça, ça c'est le produit historique Microsol hein, qui existe depuis des décennies. D'autres marques en font maintenant. Hein. Alf récemment m'a d'ailleurs appris que Tamiya en fait un qui est Strong. Donc pour les blindés c'est pas trop utile, parce qu'on est la plupart du temps sur des surfaces planes. En revanche, pour les avions, l'application de microsol est vraiment appréciable, parce que ça permet, en fait, ça assouplit le décal qui va se loger dans la moindre anfractuosité, épouser les reliefs. Donc sur des avions où il y a des lignes de structure, où il y a des rivets, ça sera parfait. En plus, c'est un produit dont l'application est très simple. C'est-à-dire, on pose son décal, on laisse un peu sécher, et on commence à imbiber le décal au pinceau, enfin avec ce produit au pinceau, et ça on peut le faire autant de fois que nécessaire. Moi j'ai même eu appliqué du microsol plusieurs jours, voire plusieurs mois après la première application, et j'ai constaté que ça continuait à faire, que ça faisait effet. Donc c'est vraiment un chouette produit. Donc une fois qu'on a cette maquette vernie, alors pour le vernis brillant de base, ou du clear, hein, le fameux clear, moi j'ai la chance d'en avoir grâce à Bernard du club, qui m'en a filé un flacon, donc c'est un produit qui est très pratique mais qui est difficile à trouver. Alors, on pourrait faire une commande commune en passant par Camo, parce que j'ai trouvé sur internet, on peut le trouver sur internet, mais il faut en acheter 5 ou 6 litres je crois. Bref, on a notre maquette qui est brillante. Pourquoi on part d'une base brillante? Parce qu'en fait, une base brillante va permettre au liquide qu'on va appliquer de s'écouler en fait et de partir par capillarité dans les anfractuosités en fait, dans les lignes de structure et autour des détails principaux. Si on part sur une base mate, la peinture va s'imprégner en fait du liquide qu'on va poser, on n'aura pas du tout le même effet, c'est-à-dire qu'on aura un impact beaucoup plus fort sur les couleurs de base. Donc, les liquides que j'utilise. Alors, moi, je fais mon propre jus. On commence par le jus, puisqu'aujourd'hui, on va faire les jus et les filtres. Je fais mon propre jus, alors il en existe, comme vous le savez, plein dans le commerce. Moi, j'ai jamais trouvé mon bonheur avec les jus du commerce. Peut-être je sais pas m'en servir, hein, mais en tout cas,
Moi, c'est un mélange tout bête de peinture à l'huile, évidemment, hein. Moi, pour les blindés, j'utilise à peu près tout le temps le même, hein, c'est-à-dire c'est un mélange de terre d'ombre brûlée, pardon, et de noir d'ivoire, si mes souvenirs remontent, ouais, c'est du noir d'ivoire. Alors il y en a évidemment très très peu dans un flacon de ce type, hein. Il doit y avoir, je sais pas moi, l'équivalent d'un pinceau, d'un bout de pinceau de chaque couleur, et le reste c'est en essence F ou de l'essence à briquet. Polémique, on engage tout de suite une polémique. Il paraît que ce sont les mêmes essences en fait, que l'essence à Zippo, c'est de l'essence F. Moi, j'en suis pas du tout persuadé parce que j'ai fait plein d'essais avec les deux et je trouve l'essence à Zippo beaucoup plus léger et donc d'une application beaucoup plus facile que l'essence F. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut éviter et complètement l'essence de térébenthine. L'essence de térébenthine, en fait, elle a la particularité d'attaquer les teintes acryliques, je ne sais absolument pas pourquoi, mais c'est vraiment très corrosif. Donc ça peut sûrement servir pour d'autres choses, mais pas pour appliquer les jus. Donc au fond de ce flacon, il y a ma peinture avec beaucoup d'essence, hein, puisqu'il est à peu près plein à moitié ce flacon. Je vous conseille des peintures à l'huile de très bonne qualité, parce qu'en fait elles ont des pigments qui sont beaucoup plus fins. Moi j'utilise du Winsor & Newton hein, depuis que je suis tout jeune. C'est un peu le top de la peinture à l'huile, en sachant que bon, au départ, c'est un peu cher. Enfin, je ne sais pas combien ça coûte, c'est plus cher que les autres gammes, hein, style Lefranc et Bourgeois et compagnie. Mais il faut savoir qu'un tube de noir ou qu'un tube de terre d'ombre brûlée durera toute votre vie de maquettiste. Moi, mes tubes datent de mes 20 ans, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Et bon, le seul truc qui peut vous les faire changer, c'est que quand ils sont vieux, on essaie de l'ouvrir, ils se déchirent entre vos mains. Alors, le principe d'application du jus. On prend donc de la décoction au bout d'un pinceau relativement fin, c'est un numéro 4, et on va en fait suivre les détails qu'on veut mettre en valeur. En fait, le jus va aller se loger autour des détails. Alors c'est pas grave si on bave hein, avec son pinceau. Par contre, on essaye de pas tartiner la maquette, on va dire. D'avoir un geste relativement précis. Alors l'avantage c'est que de ce style de flacon, c'est qu'on peut aller chercher les pigments au fond pour avoir des teintes plus ou moins... pour charger plus ou moins en fait le pinceau en pigment. Et voilà, donc on le passe. Alors si vous le passez un peu trop largement, il n'y a pas de souci, je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Et donc ça va... J'espère que vous vous rendez compte un peu au niveau de la caméra. Alors là, dans des détails comme ça, en plus sur les blindés, dans les zones qui vont être ultérieurement salies, on ne prend pas trop de précautions, hein, parce que ça c'est pas le cas quand on travaille sur des avions, hein, bien évidemment. Alors vous voyez quand même la façon dont les détails ressortent tout de suite en fait. Ils sont surlignés en quelque sorte, hein, ou soulignés plutôt. Soulignés. Alors vous voyez là, je suis allé un peu plus, j'en ai mis un peu plus. Donc avec le pinceau imbibé, comme les pigments partent au fond du flacon, hein, les pigments de peinture à l'huile, j'ai pris de l'essence en fait un peu moins chargée en pigments sur le haut de mon flacon et je nettoie la paroi donc où j'avais un peu trop de... Alors la façon de nettoyer, vous voyez, elle est... Comment on fait? On essaie d'être toujours vertical en fait, c'est dans le sens des écoulements d'eau. Comme ça on commence déjà le weathering, hein, une patine plus liée à la météo, ou en tout cas aux assauts de la météo, de la pluie ou d'éléments de ce type. Tiens, ben là on va bien voir d'ailleurs. Vous voyez la différence entre le caisson où je suis passé et celui qui n'a pas été traité. En fait, les lignes de structure, les détails sont tout de suite soulignés. Voilà. Alors vous voyez d'ailleurs, j'en rajoute et ça augmente. Donc c'est là on dose en fait selon son envie, selon ce qu'on veut
comment exprimer hein, sur la vignette qu'on va faire ou sur le blindé seul. Donc, voilà. Alors, c'est le même principe hein, avec les avions. Simplement, avec les avions, on est beaucoup plus, j'allais dire précautionneux, parce qu'on n'a pas le même rendu. On n'essaie pas d'avoir le même rendu, évidemment. Hein. C'est assez rare de voir des avions peu entretenus, alors que les blindés, c'est vraiment fréquent. En fait, avec les avions, on a l'enjeu de passer un jus, c'est vraiment de faire ressortir les lignes de structure. Et ça, c'est l'enjeu. Alors, voilà, alors, sur l'arrière, pareil. Ah, je vois d'ailleurs que j'ai oublié de mettre les numéros de la plaque d'immatriculation. Et alors, cette application de jus va aussi faire en quelque sorte un premier filtre, hein, un premier filtre de la teinte, d'une teinte un peu marron, en fait, marronasse. Pour information, je suis à peu près en proportion moitié noir, 50% de noir, 50% de terre d'ombre brûlée, hein, qui est un marron très foncé en fait, le terre d'ombre brûlée. Alors sur les trains de roulement, sur les gravures des pneus aussi, là c'est un peu un bonheur, parce que ça fait tout de suite ressortir la gravure. Vous voyez là c'est vraiment, on voit bien la différence entre les secteurs, comment traiter les secteurs qui ne sont pas traités. Sur les chenilles c'est pas trop la peine, parce que dans les chenilles, surtout là ce véhicule qui va être dans la boue ukrainienne du printemps, je pense que les chenilles sont très sales. Je représenterai des chenilles très sales. Voilà, alors si on a des endroits qui nous semblent pas assez, qui ressortent pas assez, par exemple, on voit la différence entre le système de fermeture des deux caisses. Là, celui-là, le jus est bien logé. Là, il y en a moins, ben on en rajoute. Voilà, c'est pratique, ça se loge tout de suite dans les détails. Je ne me souvenais pas si j'avais traité les armes. Voilà. Donc, on continue. Vous voyez que c'est rapide, que c'est pas normalement non plus la peine d'être très 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 précis. Voilà, c'est surtout un effet d'ensemble hein, qu'on va chercher. Voilà. Alors il y a des éléments évidemment, on va un peu insister comme les outils pour qu'on ait vraiment une bonne définition, que les outils soient bien soulignés, les phares aussi, ça c'est important. Je crois que j'ai fait le tour. Là, j'ai des espèces de rivets aussi que je fais ressortir, voilà. Pardon. Donc voilà, donc là on a passé le jus. Alors j'ai un flacon avec de l'essence pour nettoyer le pinceau. Et vous remarquez qu'il y a des bavures de ce type-là. Alors comment on traite ces bavures? Il y a plusieurs façons d'ailleurs. Alors, première façon, on passe avec un coton-tige. On frotte doucement. Coton-tige qu'on peut d'ailleurs légèrement humidifier d'essence. C'est comme ça, ça va. Voilà, ça c'est pratique. Ça c'est la technique. Alors toujours, on essaie d'avoir un sens en fait sur notre nettoyage. Pas faire des trucs comme ça parce qu'en fait on va avoir un peu des traces qui vont se créer et il faut que ces traces aient quand même une logique par rapport à la patine du véhicule. Comme la pluie tombe rarement en tourbillon hein, sur des surfaces planes, et ben voilà, on évite les tourbillons tout simplement. Voilà, donc on passe avec ce coton-tige pour nettoyer, voire enrichir. Si je vais faire un peu des traces, là on serait par exemple, bon c'est extrême, hein, mais on est sur des traces presque de weathering, de traces de pluie quoi. Alors c'est évidemment trop
trop accentués, hein, et c'est pas à l'échelle, donc on les enlève. Mais bon, on peut jouer déjà avec ça et avoir des résultats qui peuvent être sympas. Autre façon d'enlever les bavures, c'est avec un pinceau, donc on imbibe d'essence, et voilà, on va passer dans les secteurs qu'on veut nettoyer. Alors, ce système-là, il a un avantage par rapport au coton-tige, moi je trouve, c'est que du coup, ça rajoute de l'essence. On n'enlève pas de pigment. En fait, le pigment va aller se loger dans dans les anfractuosités. Tiens, alors là, voilà, un accident, c'est pas gênant sur un blindé, mais ça peut être très embêtant sur un avion. J'ai mis de l'essence. Alors apparemment, j'avais mal verni mon blindé et j'ai enlevé de la peinture. Alors ça peut être un accident de peinture, une écaillure ou quoi que ce soit, ça sera rattrapable. Sur un avion, ça serait beaucoup plus embêtant. Donc voilà. Comme je travaille toujours avec des couches de peinture très très fines, ça expose à ce type d'accident. Voilà. Et je vais pas trop frotter. Ouais, là, je suis passé avec le coton-tige en lui, une autre couche de peinture. Et hop. Voilà. En fait, c'est des produits de toute façon qui sont quand même tous plus ou moins corrosifs, donc il faut les employer avec parcimonie et puis pas trop frotter surtout. Chaque fois qu'on frotte, on risque de. Il y a quand même un effet abrasif. Et donc, on risque d'abîmer le travail précédent. Alors, deuxième partie de cette session, que j'imaginais pas aussi long en fait. On va passer au filtre. Donc, on part de notre véhicule qui a été passé au jus, si on peut dire ça. Voilà. Donc, les filtres, c'est quoi le principe? En fait, le principe, c'est d'appliquer une très très fine couche de peinture à l'huile, en fait, fortement diluée, pour enrichir les couleurs de base. C'est déjà ce qu'on a commencé finalement avec le jus. Comment en appliquant en fait une sorte de filtre qui est à base de marron. Mais on a une teinte certes qui est un peu plus riche que la teinte avec laquelle on était parti, mais ça reste quand même sur une seule dominante. Donc on va apporter d'autres dominantes. Alors je sais pas pour ceux qui connaissent déjà la technique ou qui l'ont vu dans des revues, on va mettre des petits points de couleur, de peinture à l'huile. Donc je reprends mon pinceau fin. Alors vous voyez, c'est vraiment des micro-points qu'on va mettre de façon aléatoire, un peu partout sur l'engin. Et alors, on prend pas n'importe quelle couleur, bien évidemment, parce que ces filtres, c'est comme leur nom l'indique, hein, ça va être je sais pas comment dire, en fait, des lentilles, hein, de couleurs qui vont filtrer la lumière, qui vont plutôt donner une impression de filtrer la lumière, et qui vont apporter des couleurs supplémentaires. Donc, par exemple, sur un véhicule jaune, comme ici, si on met du bleu, on se retrouve avec un véhicule vert, avec le principe de mélange des couleurs qu'avait bien expliqué Francis lors de son brillant exposé l'année passée. Donc là, en fonction du résultat qu'on veut obtenir, eh ben, on va varier les couleurs. Il y a une couleur en général en tout cas que moi j'aime pas, mais qu'on évite, c'est le blanc. C'est comme pour le dry brush, hein, je crois que j'en avais parlé. Le blanc, ça a la faculté de vraiment d'affadir un peu trop les teintes, de donner un aspect crayeux, qui est à mon avis pas du tout bienvenu. Donc vous voyez qu'on met très très peu de peinture à chaque fois. Là même j'en mets trop, hein, mais bon, ça permet de bien illustrer mon propos. Donc je suis parti sur une teinte qui est c'est quoi d'ailleurs? C'est un espèce de gris. Alors, c'est des couleurs, c'est des teintes à taille longue, elles sont de bonne qualité, mais alors elles ont des noms
comment, c'est du fil grès, donc allez savoir ce que c'est que du fil grès comment sur une palette de peintre. Mais bon, c'est un espèce de gris vert foncé, hein, vous voyez un peu bleu, mais avant tout gris. Donc hop, et j'ai choisi de mettre de l'ocre qui va donner une petite teinte orange, je pense, à l'ensemble. Donc oui, je parlais du blanc. Le blanc, ça donne un aspect crayeux. Donc si on veut vraiment affadir les couleurs, il vaut plutôt utiliser un beige clair ou un couleur chair, un rose en fait, très très pâle. Et ça sera tout aussi, enfin mieux, hein, ça sera nettement mieux que du blanc. Donc voilà, vous voyez, c'est random, hein, on en met un peu comme on le sent. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, ben, on appelle le docteur, hein, parce qu'apparemment le sujet est malade. Et comment j'en rajoute un peu. Bon, là, le train de roulement va être considérablement patiné, vous le verrez, on le verra ensemble lors des prochaines séances. Donc, c'est pas la peine d'aller faire des effets comment d'une finesse absolue. Donc, je récupère mon essence, ma fiole d'essence relativement propre. J'en profite d'ailleurs pour nettoyer ce pinceau. L'entretien des pinceaux, c'est vraiment important. On dit toujours, mais c'est vraiment c'est bien d'avoir des bons pinceaux, il faut bien s'en occuper. Voilà, et on prend un pinceau plus large, ça c'est un pinceau qui me sert aussi au dry brush d'ailleurs, et on va tirer, puisque c'est le terme, hein, nos teintes. Vous voyez, j'avais dit que j'en avais trop mis, hein, ça se vérifie. Donc, il n'y a pas non plus de problème irrémédiable, hein. C'est-à-dire que comme c'est de la peinture à l'huile et qu'on utilise de l'essence, ça disparaît en tirant un peu plus. Bon, ce qui est un peu embêtant, c'est que je enlève un peu le jus que j'avais précédemment posé. Il part aussi parce que bon, là, j'ai pas laissé assez de temps entre les deux étapes, hein. Normalement, on laisse quelques heures, à peu près 12 heures entre les étapes, ce qui permet à la peinture. La peinture à l'huile, ça met beaucoup de temps à sécher, hein. Donc là, le jus n'était pas sec, mais bon, c'est pas grave parce que je repasserai mon jus demain, par exemple, et je récupérerai les effets que je suis un peu en train de perdre en vous montrant comment faire des filtres. Donc voilà. Donc toujours, comme pour le jus, hein, on essaie d'avoir un mouvement de pinceau qui va être relativement logique par rapport aux assauts de la météo. Mon essence est un peu trop sale. Je vais en récupérer un peu plus. Voilà. Voilà, ça marche mieux. Je nettoie plus facilement le travail, les points en fait, hein. Alors en général, quand on fait ça, enfin moi en tout cas, j'oublie toujours des points dans certains secteurs. Donc je me retrouve avec un magnifique point rouge sur un garde-boue par exemple, des fantaisies de ce type. Mais bon, la peinture à l'huile, il suffit de passer avec l'essence. Voilà, donc le process est terminé. Et donc là, je pense que c'est assez visible
comment... je vais le mettre peut-être au centre de l'image, qui doit être par là. Donc, la couleur globale, en fait, hein. Pour faire prétention, on pourrait dire l'ambiance chromatique du blindé a complètement changé par rapport au plan du début de la première séquence, hein. Quand je vous parlais de tâches qui resteraient. Voilà. On est dans quelque chose de beaucoup plus chaud, de beaucoup plus riche, et qui est plus réaliste en fait. Voilà, qui est beaucoup moins plat que si on ne l'avait pas réalisé cette étape. Voilà. Donc, comme vous le voyez, hein, ça c'est des étapes qui sont vraiment rapides, hein, puisque la première m'a pris à peu près 20 minutes, je crois. Celle-là, un peu moins. C'est beaucoup plus long en fait finalement à expliquer qu'à faire. En sachant que c'est toujours des étapes sur lesquelles on peut revenir, vu que c'est comment on a verni son blindé, et donc on peut travailler tant qu'on veut avec l'essence, et enlever les éventuels, c'est des repentirs en fait, hein, les effets trop outrés ou qui ne correspondent pas à ce qu'on voulait faire finalement au début. Voilà. Donc, bah, écoutez, pour la prochaine session, on va on va aborder la phase de l'écaillage qui va apporter encore de la vie, puisque ça va apporter un peu toutes les traces qui correspondent à l'usage de l'engin. Et donc, on va laisser sécher ce travail-là pendant bien 15 jours, hein. Enfin, j'exagère, hein, parce qu'au bout de 48 heures, normalement, c'est bon. Vous voyez que là, avec le passage, je vous expliquais qu'avec les cotons-tiges ou avec le pinceau, on abîme un peu le travail si on insiste trop, ce qui a été mon cas ce soir. On a déjà un écaillage qui peut être intéressant, mais bon, on va considérablement le perfectionner. Je vous expliquerai tout ça lors de la prochaine séance. Voilà, et bien écoutez, à vos pinceaux, à vos huiles, et puis à la prochaine fois.